1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Les questions des lecteurs. Alors d'une main je tiens le micro et de l'autre main je peux regarder les questions que vous avez été nombreux à déposer, à nous envoyer. Alors c'est vrai que beaucoup de questions ont été assez longues, mais je pense que on va en piocher. On a pioché quelques-unes de ces questions et sans plus attendre, une question qui est souvent revenue sous différentes formes mais que je me permets de poser à Stéphane. Elle est assez simple, c'est est-on vraiment aujourd'hui en 2014 fait pour vivre avec quelqu'un toute une vie? Et la deuxième question qui est un peu liée, est-ce encore possible? Le monopartenaire, est-ce encore quelque chose de viable ou de faisable? Donc là on fait les questions des lecteurs, là c'est ça? Alors, qui a posé la question? Qu'on lui fasse un petit coucou. Alors, je n'ai pas de nom, j'ai juste le numéro, c'est le numéro 13. D'accord, alors salut numéro 13. Porte-moi bonheur pour ma première question des lecteurs de mon premier podcast. Alors, on peut dire que tu ne me ménages pas, parce que c'est quand même une question hautement... elle dépasse de loin la sociologie et la psychologie, on est carrément dans la philosophie. Alors, comment la prendre? C'est compliqué. Alors, il faut doubler cette question d'une perspective complètement historique. Il faut savoir que l'histoire est une espèce de gomme géante où la génération suivante considère comme normal tout ce que la génération précédente considérait comme absolument obscène et purement mécréant. Donc, pendant des siècles, en gros jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, on n'aimait pas sa femme. On avait, si tu veux, derrière le mot amour, qui est devenu aujourd'hui le ciment idéologique nécessaire du couple, et à la fois la raison derrière son existence et sa finalité, il faut savoir que jusqu'à il y a 150 ans, derrière amour, tu avais trois notions. Tu avais l'éros, le philia et l'agapé. C'est-à-dire que l'éros, c'était de l'amour physique au sens du désir. Donc on désirait sa maîtresse, on désirait une jeune fille, on désirait une personne étrangère à son cercle, donc exogame. Tu avais le sentiment de le ou la philia, je sais pas. Bon, bref, le ou la philia, qui était le sentiment que tu éprouvais envers ta compagne, épouse et mère de tes enfants. Et tu avais l'agapé, qui était de l'adoration. Et tu n'adorais jamais ta femme ou ta maîtresse, tu ne pouvais adorer que Dieu. Et aujourd'hui, tout le paradoxe derrière la question de notre auditeur numéro 13 est d'avoir, par une espèce de hold-up idéologique du siècle des Lumières, Voltaire, Diderot et compagnie, d'avoir fait cohabiter sous un même toit, dans une colocation forcée et en général très mal comprise, nos trois systèmes de valeurs totalement différents, qui sont la morale chrétienne, la morale républicaine et la morale libertaire, c'est-à-dire Eros, Philia et Agapé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est considéré comme normal et ayant toujours existé de désirer une femme, de l'aimer et de l'adorer. Alors qu'en réalité, pendant des siècles, ces trois sentiments avaient pour objet, ou pour sujet, pardon, pas pour objet, pour sujet, trois entités différentes. J'adorais Dieu, j'aimais ma femme d'un amour tendre et reconnaissant et pas platonique, parce qu'il faut quand même faire des enfants et ils se font pas par le regard. T'es un grand garçon, Léo, tu sais comment se font les enfants. Donc j'aimais ma femme, mais d'un amour tendre et reconnaissant, et je désirais ma maîtresse ou quelqu'un d'exogame. Donc la monogamie endogamique n'est absolument pas naturelle. On n'est pas passé de la polygamie exogamique à la monogamie endogamique par le processus du Saint-Esprit, mais par un long processus historique. La cohabitation forcée d'Eros, Philia et Agapé est à l'origine de la question de notre auditeur, et qu'il n'est absolument pas physiologiquement naturel d'aimer celle qu'on désire, de désirer celle qu'on aime et d'adorer la personne qui vit sous le même toit. Et si tu veux, l'espèce de ressentiment masculin
et d'aigreur et de rancœur à ne plus arriver à adorer et à aimer celle qu'on désire, ou à ne plus arriver à désirer celle qu'on aime, et provient de ce siècle des Lumières que certains esprits brillants appellent le siècle des Lumières éteintes, de ce hold-up idéologique consistant à vouloir décréter, mais hold-up pas seulement de Voltaire et compagnie, mais également de l'Église catholique qui a fait une révolution au niveau de ces clercs, nous faisant croire que la norme de la morale chrétienne a toujours été d'aimer sa femme, alors que ça n'a jamais été de l'aimer, ça a été de faire chair unique. La morale chrétienne, c'est ton épouse et toi-même seront chair unique, quoi qu'il arrive. Sous-entendu, si vous divorcez, vous serez des parias et vous serez ostracisés. Mais par un subtil glissement sémantique que j'appelle le hold-up idéologique, que plusieurs appellent le hold-up idéologique, soyez chair unique est devenu aimez-vous d'un amour autrefois réservé à une maîtresse qu'on appelait Eros, ou à des jeunes garçons chez les Grecs, etc. Donc c'est une question très compliquée que nous ne traiterons certainement pas aujourd'hui, mais dont les points d'appui historiques, comme on l'a vu, se sont situés dans trois périodes clés de l'histoire, qui sont la civilisation grecque, la civilisation romaine, puis, avec une espèce d'immense trou historique, le siècle des Lumières, car c'est le siècle des Lumières, et uniquement celui-ci, qui a fait naître qui a repositionné le sentiment d'individualité et l'individu au sommet de la pyramide des priorités sociales. C'est-à-dire qu'avant les Lumières, pour survivre on va dire à l'immense doute à la fois théologique, technologique et social, on ne vivait qu'en communauté, on ne vivait qu'en association de gens. On limite l'individu et donc corollaire le bonheur individuel venait vraiment en dernière détermination. Et cette quête du bonheur individuel qui a donné lieu par la suite à la quête du bonheur de couple est née au XVIIIe avec la légitimation du sentiment d'individu. Où à un moment, ce n'est pas avant cette époque-là que ton épanouissement personnel avait une signification et une fin. Avant ton épanouissement personnel, tu te le foutais au cul. Ce qui comptait, c'est que tu nourrisses ta famille, que tu aies assez de terre pour payer l'impôt, que tu aies un toit sans trop de fuite, et à la limite, ton épanouissement personnel, homme ou femme, tu te le carrais où je pense, tu vois. Donc, il y a eu une séquence historique, légitimation et accréditation de l'épanouissement personnel et accréditation de l'individu par les Lumières comme réalité épistémologique, puis agrégation, on a agrégé à l'individu le fait qu'il devait être heureux, puis au XXe siècle que ce bonheur ne pouvait exister qu'à travers le couple. Donc on a eu une espèce d'accélération historique dont tous les hommes paumés en ce moment dans le monde occidental ne font que subir les bugs. On a installé, pour les geeks, on a installé un OS beaucoup trop vite, bourré de bugs, et on n'a pas le mode d'emploi. Et aujourd'hui, les hommes chargés de désirer leur femme, d'en faire à la fois une femme, une maîtresse et un objet d'adoration, se rendent compte, mais sans la grille de lecture permettant de le décoder, que en fait ces trois systèmes de valeurs sont incompatibles entre eux. On n'a pas installé un OS, on a installé trois OS qui ne marchent pas entre eux. On a installé Linux, Windows et macOS en fait. C'est-à-dire que si je te vénère comme une divinité, en gros si je suis en obsession amoureuse sur toi, donc façon agapée, je ne peux pas te désirer. Parce que je te sanctifie. Tu es une icône, tu es une muse, et du coup j'ai pas de désir pour toi. Si je te désire très fort, ça veut dire que j'ai une envie de violence et une envie animale. Et donc je ne peux pas t'aimer.
Tu vois ce que je veux dire? Donc on fait coexister trois systèmes de valeurs qu'évidemment l'idéologie en gros du progrès consistant à n'avoir qu'une mémoire de poisson rouge défendue par des Doménac et des crétins comme ça, évidemment occulte au nom d'une tendance à considérer la vision historique comme régressive, obscurantiste, etc. Et en réalité, nos trois systèmes de valeurs, je t'aime, je te désire et je te vénère, sont profondément incompatibles et totalement postmodernes, et on n'a pas encore fini d'en comprendre les conséquences. Excuse-moi pour ma réponse un peu longue. Ah non, tu n'as pas à t'excuser parce que c'est vrai qu'elle était longue, mais à mon avis très précise. Et je pense que le numéro 13 se reconnaîtra. C'était une question en tout cas très compliquée et le challenge a été à mon avis relevé par Stéphane. C'est plus qu'à mon avis il a été relevé. Alors on va faire un grand écart. C'est moi qui ai les questions, alors je me permets de faire un grand écart entre les questions. Et cette fois-ci on va passer sur, je crois, la seule question d'une femme. Alors cette femme qui est la numéro 7, je n'ai que les numéros, je suis désolé. Qui nous dit très simplement comment faire pour épouser à 31 ans un homme beau, intelligent, musulman et ayant une bonne situation financière. Question de lectrice, une fois n'est pas coutume, assez honnête. C'est qu'on peut pas lui enlever on ne peut pas lui enlever au moins le principe de l'honnêteté, c'est-à-dire qu'elle a mis la situation financière comme dernier critère, mais au moins elle l'a mis, parce que 90% l'auraient même pas mis. Que répondre que la population que cible cette jeune femme, enfin jeune, j'en sais rien, cette femme dont la population qu'elle cible est évidemment C'est elle qui a 31 ans. Elle a 31 ans, d'accord. Donc la population qu'elle cible est évidemment extrêmement restreinte. Donc en gros, elle veut la crème de la crème. Elle veut le bon amant, elle veut le sponsor mécène, et elle veut également pouvoir le présenter aux parents. C'est-à-dire qu'elle veut Tout à l'heure, on raisonnait en termes de triptyque pour notre système de valeurs, et là également, c'est une triptyque. C'est-à-dire qu'elle veut l'acceptation sociale de la famille, parce que si elle ramène un non-musulman ou je sais pas quoi, évidemment, elle va subir la désapprobation et l'ostracisation familiale. Donc elle veut l'acceptation familiale et culturelle et sociale, elle veut l'amant idéal, et elle veut le fournisseur de sécurité, de confort, de l'école des enfants et également d'une retraite anticipée. Moi, ce que je remarque dans ce type de questions, une fois que j'ai admis qu'il y avait une certaine honnêteté qui n'est pas coutumière, c'est que la personne ne se demande jamais ce qu'elle a à apporter. C'est-à-dire qu'en fait, elle passe une commande d'un produit extrêmement rare, donc elle commande une perle, mais elle nous demande pas avec quoi elle nous explique pas avec quoi elle va la chercher, ni ce qu'elle a apporté en échange. Partant du principe que dans notre société occidentale à déséquilibre démographique homme-femme, je précise pour les tatillons que ce déséquilibre démographique n'est pas simplement le fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais que les hommes, par leur comportement collectif, en termes de sociologie des groupes, sapent leur chance par des espèces de tentatives totalement, on va dire à la limite contre-productives, et donc on se retrouve dans un déséquilibre, non pas de démographie, mais d'offres et de demandes, où la femme dispose totalement et l'homme ne fait que proposer maladroitement, et donc on se retrouve avec des femmes qui ont des exigences totalement démesurées et aucune volonté, nécessité ou sensation d'avoir à apporter en face l'équivalent, on va dire l'équivalent nature, quoi. C'est-à-dire que grosso modo, ma réponse est: mais qu'est-ce que tu lui apportes toi? Qu'est-ce que tu apportes toi? Donc je n'ai pas de réponse à notre éditeur numéro temps, mais qui est que tu passes une commande de caviar, de foie gras et d'huîtres à la grande épicerie un 24 décembre au soir, et tu penses, pour une somme raisonnable, être livré dans l'heure qui suit chez toi, et en plus que le livreur soit beau, riche et musulman. Qu'est-ce que tu as à apporter? Combien tu payes? Combien tu mets sur la table? Souvenez-vous qu'en séduction, homme ou femme, on n'a que ce qu'on mérite, jamais ce qu'on désire. Donc tu désires beaucoup,
tu désires quelqu'un qui te mérite et tu désires beaucoup, mais qu'as-tu à apporter? Liste-moi tes qualités et ne me dis pas que tu es simplement naturelle, enjouée, pétillante et féminine, parce que je vais te dire que c'est un petit peu léger pour l'addition, tu vois. Oui, en effet. Je pense que notre lectrice trouvera tout à fait la réponse dans ce que tu viens de dire. Alors on va continuer sur une question tout aussi... Pour être encore plus pragmatique et moins dans l'ellipse, si tu ressembles à Zaya, tu trouveras ton musulman riche et relativement bien gaulé. Donc si vous ne savez pas qui est Zaya, vous allez sur son compte Facebook Zaya officiel et vous allez voir parmi ses 300 000 fans le type de profil de nana qui aujourd'hui peut mettre sur la table la valeur nécessaire pour avoir ce type de choix. Mais bon, je fais de la provoque, évidemment, il n'y a pas que Zaya, mais j'ai un peu envie de dire, est-ce que tu te rends compte, chère auditrice, chère lectrice, est-ce que tu te rends compte de la densité et du poids de ton ego pour arriver à nous passer une espèce de commande de l'homme parfait sans aucunement et à aucun instant te demander ce que tu as à mettre en face et partant du principe que c'est ton droit. Hein, ça c'est la troisième des idéologies, c'est le troisième des systèmes de valeurs dont on parlait tout à l'heure, c'est mon droit. Non, ce n'est pas ton droit, tu n'as droit à rien. Tu n'as droit qu'à ce que tu obtiens. C'est un petit peu de la même façon que dans un marché capitaliste fait le prix d'un objet. Le prix d'un objet, c'est pas la valeur que tu as mise ou c'est pas le prix que tu l'as payé. La cote d'un objet d'occasion, c'est la somme la plus élevée qu'une autre personne est prête à débourser pour l'avoir. Si cette somme est 10 fois inférieure à ce que tu l'as payé, les 90% manquants sont pour ta poche. La cote d'un bien dans une société capitaliste d'offre et de demande, d'un bien ou d'une maison, d'un appartement ou que sais-je, c'est la somme la plus élevée qu'un individu extérieur est prêt à débourser pour l'avoir. Donc quel est entre guillemets le type d'homme le plus élevé prêt à venir te conquérir? Tu ne mérites pas plus que ça parce que tu ne mérites rien. Ni moi je ne mérite rien. On a le niveau que de la personne la plus désirable qui nous fait face et qui vient nous voir. Et si on n'a pas, on ne mérite pas plus. Hein, ce que nous ont dit nos parents et ce que nous disent nos amis, c'est du beurre et de la crème hydratante pour l'ego. Hein, mais ce n'est pas notre valeur. Notre cote, dans une société où le corps se marchande et l'affection se marchande, notre cote, c'est ce que l'autre est prêt à payer. Alors on a parlé de la famille, du couple, et on va continuer un petit peu à descendre en âge, et cette fois on a un lecteur, je suis encore désolé, c'est le numéro 8, je n'ai pas le prénom, on fera les prénoms la prochaine fois. Le numéro 8 nous fait référence au séminaire 100 jours, séminaire qui avait remporté un franc succès, et qui nous demande par rapport à ce séminaire, pourquoi les très belles femmes, lorsqu'elles sont jeunes, ont besoin de s'abîmer. Alors là, je pense qu'il faut remettre un petit peu de contexte autour de cette question parce que sinon, une grosse partie de notre auditoire, je pensais à auditorium, c'est pour ça que c'est la déformation IFI. Une grande partie de notre auditoire, forcément, va se demander à quoi le s'abîmer fait référence. Donc dans ce séminaire, qui n'est pas 100 jours d'ailleurs, l'auditeur se trompe, le lecteur se trompe, c'est logique des femmes. Non, c'est vrai. Non, moi je pense qu'il a raison, parce que tu parles de la femme enfant, de la femme et de la femme mère, et la femme enfant qui doit être dévoyée au fur et à mesure des rendez-vous. Et d'une certaine façon, dévoyée à s'abîmer, il n'y a qu'un pas. Alors là, tu me pièges parce que j'étais persuadé que c'était pas dans ce séminaire-là. Bon, bref, en tout cas. Donc, en substance, donc j'ai développé un concept qui n'est pas... dès que je dis le mot concept, on me dit t'as rien inventé, c'est un tel. Attention, le concept enfant, adulte, parent, c'est pas moi, c'est l'analyse transactionnelle. Ça d'accord. Par contre, j'ai théorisé le passage de la femme enfant à la femme adulte. Ça, c'est pas l'analyse transactionnelle, c'est moi. Donc le passage de la femme enfant à la femme adulte se fait par l'intermédiaire du corps, ou plus précisément par deux sous-étapes, qui est
la prise de conscience que le corps d'une femme post-puberté a plus de valeur sociale et plus de pouvoir marchand que le corps d'un homme post-puberté, même si c'est moins fonctionnel et moins, on va dire, c'est moins pratique en sport, hein, parce que si on se prend le ballon sur les seins, ça fait mal, mais ça a une beaucoup plus grande valeur d'échange marchande, sociale et artistique. Ça, c'est la première sous-partie. Et la deuxième sous-partie, c'est l'incompréhension des causes à l'origine de cette valeur marchande. Alors là, Léo bat la mesure sur la musique, donc je suis déconcentré. Donc deux sous-parties. Donc l'adolescente se rend compte par la peinture, par la publicité, par le cinéma, par la télévision, par les magazines, du grand pouvoir marchand que la société capitaliste, société donc du désir, a accolé à des corps de femmes jeunes, c'est-à-dire en gros du pouvoir qu'un corps de femme jeune est apprêté à faire vendre un objet quel qu'il soit, et deux, une grande incompréhension des causes à l'origine de ce pouvoir. Un petit peu comme j'ai pris l'exemple dans ce séminaire qui est provoquant mais qui permet, je pense, de passer du concept au concept incarné de façon assez pragmatique et assez efficace. Un petit peu comme l'exemple du kidam qui trouverait un jour dans sa poche quelque chose qui ressemble à un diamant et qui n'aurait, pour être sûr que c'est un diamant, que comme solution soit d'aller voir comment ça s'appelle, un diamantologue, je sais pas, un antiquaire, un bijoutier. Mais si c'est pas dans sa culture et si c'est pas dans sa praxis, comment on fait pour savoir qu'un diamant est un diamant si on n'a pas d'amis bijoutier? Je ne sais pas. Aucune idée. Eh ben on le frotte contre un miroir, c'est qu'on essaie de l'abîmer et si le diamant est plus dur, eh ben on se convainc que c'en est un. C'est comme ça que les courtisanes, il paraît dans les contes et les légendes, les courtisanes dans les loges des théâtres et dans les loges des restaurants chics du long de la Seine, rayaient leurs diamants sur les miroirs pour voir si c'en était vraiment un. Donc à un moment, tu as deux façons de passer de femme enfant à femme adulte. La première est d'avoir une espèce de référentiel d'autorité extérieure, donc un homme plus âgé qui sert un peu de bijoutier, ce qui est, on va dire, ce qui se passe dans 5 ou 10% des cas, et dans les 95% restants, c'est d'abîmer suffisamment le miroir, le diamant, pour en gros voir ce qu'il en reste après, et à la limite autant l'adolescence masculine est une révolte, parce qu'elle est une révolte contre on va dire la non-compréhension, la non-maîtrise et l'espèce d'inefficacité de ce corps qui est finalement très bon en sport et très nul en séduction. Et l'adolescence féminine ressemble au même dévoiement, aux mêmes beuveries, au même excès d'alcool, de tabac, de drogue, de nourriture, de lipides, de nourriture de merde, de junk food, etc. Mais pas pour une raison, pas pour des questions de rébellion, mais plus pour des questions encore une fois, comme je l'ai dit, de deux choses qui sont l'incompréhension du pouvoir magique de son propre corps sur les hommes et sur le monde marchand, et deux, donc on ne sait, en gros elles ne savent pas pourquoi, en quoi elles sont légitimes et en quoi qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter ça. Donc elles ont l'impression d'avoir reçu un diamant dans la poche sans l'avoir mérité. Et deuxièmement, pour savoir ce que ce diamant vaut réellement, il faut l'abîmer. Et c'est dans cette phase de dévoiement, d'excès d'alcool, d'excès de boisson, d'excès de nourriture, d'arrêt du sport, etc., qu'à un moment la femme adulte va naître. C'est-à-dire c'est après une soirée excessive, après une série en gros d'excès d'abîmement de sa propre personne, qu'à un moment l'adulte, qui n'est pas un adulte extérieur mais qui est le seul adulte qu'on a validé et autorisé pour nous dire stop, prends soin de toi, tu as enfin accepté que tu avais un corps dont tu étais propriétaire et pas locataire et tu dois en prendre soin. C'est à la suite d'une énorme biture que la femme adulte naît d'un coup en une journée. Et en général, si elle fait les choses de façon un peu binaire, devient végétarienne et ne touche plus une goutte d'alcool.
Et elle mange bio. Alors c'était la troisième question, enfin c'était plutôt la troisième réponse apportée à la troisième question. Il nous en reste deux. Alors est-ce qu'on va continuer de prendre les plus durs? Alors moi j'ai bien envie quand même de répondre à une qui me fait beaucoup rire. C'est la numéro 21. Alors je pense que ça va beaucoup amuser Stéphane. Le numéro 21 qui nous demande quelle est la bonne réponse à la phrase « Chérie, tu trouves que j'ai grossi ?» En plus, le numéro 21, je le connais, il s'appelle Basile, ce con. Bon, alors Basile, tu fais chier avec tes questions de merde. T'es un garçon intelligent, tu peux trouver beaucoup mieux que ça. Chérie, tu sais que t'as grossi. Non, chérie, pourquoi j'ai grossi Tu trouves que j'ai grossi? C'est chérie, tu trouves que j'ai grossi? La bonne réponse, c'est déjà que ça pue en fait. C'est-à-dire qu'une fille extrêmement amoureuse. En fait, chérie, tu sais, tu trouves que j'ai grossi est une demande indirecte. C'est une demande triangulaire. En fait, c'est est-ce que les autres pensent que j'ai grossi? C'est pas est-ce que toi tu le penses. Pourquoi? Parce que le désir d'un homme et le fait qu'il vous trouve belle se voit dans ses yeux et s'entend dans ses phrases. Donc quand une femme vous demande si, on va dire un feedback, une réciprocité et un retour sur son corps, c'est très rarement pour avoir votre avis. En général, dans la pratique, c'est pour que vous disiez ce que les autres hommes qui la fréquentent pensent sans oser le dire. Et le simple fait qu'elle se préoccupe du regard d'autrui est déjà une baisse significative de son niveau d'intérêt. Parce que si elle était à 99% amoureuse de vous, elle ne se soucierait pas du regard des autres et elle saurait exactement ce qui vous plaît et elle serait déjà en train de faire la femme Lego. Elle serait déjà en train de inconsciemment se mouler sur votre désir à vous. Si elle se préoccupe de celui des autres, c'est déjà qu'elle est plus très amoureuse de vous. Bon, je crois qu'on pourra répondre hélas à Basile que peut-être celle qu'il côtoie n'est plus vraiment amoureuse. Quelle déception. Alors on finit par, toujours dans les 20, le numéro 24. Alors le numéro 24, qu'est-ce qu'il nous dit le numéro 24? Alors lui c'est un problème tout autre. Il nous dit qu'il n'a pas de problème à coucher, à passer la nuit avec les filles, mais que elles ne veulent qu'une relation basée uniquement sur le sexe, qu'il qualifie de fuck friend, et qu'à chaque fois il se fait rejeter et qu'il aimerait développer plus, peut-être on convertit pas une relation, mais on change peut-être d'une relation basée que sur le sexe à une relation plus longue. Et comment il pourrait faire cranter, je sais que tu apprécies ce mot, comment il pourrait faire cranter cette relation qui est purement charnelle à une relation peut-être charnelle plus émotionnelle? Notre auditeur numéro je sais pas combien, on sent derrière une carence au niveau matériel. À mon avis, c'est qu'il a un appart de merde, une chambre de bonne, ou une chambre d'étudiant, ou quelque chose qui... Et donc il doit arriver par son langage corporel, par son côté sportif, entrepreneur, ou sa liberté de langage, ou que sais-je, en tout cas son pouvoir de séduction. Il doit arriver effectivement à générer un désir, et à un moment quand la personne arrive et voit son lieu de vie ou son absence de lieu de vie, il n'y a aucune possibilité de cranter, parce qu'il n'y a pas possibilité de construire quelque chose tant qu'il n'est pas fondamentalement installé. Il n'a rien à proposer que sa belle gueule et ses abdominaux. Donc l'hypothèse, sans connaître cette personne, l'hypothèse la plus probable, elle est purement matérielle. Donc je ne connais pas son âge, ni sa ville, ni sa vie, mais en gros, il semblerait qu'il y ait un déficit d'envie pour les jeunes filles avec qui il passe ses nuits apparemment, de faire de son chez lui sa tanière, leur tanière, de faire de son chez lui à lui leur tanière. Ce qui est une grande preuve entre guillemets de courage, mais également de naïveté, de croire que tout se base sur l'attraction physique et le jeu des lumières dans un bar. En réalité, une relation ne se construit que sur une tanière, ne se construit que dans un lieu clos. Mes séminaristes connaissent ma théorie de l'enceinte close. Tu la connais également parfaitement. Elle a une origine mesurée d'ailleurs, tu m'avais envoyé le lien sur Wikipédia. Oui, alors si je me rappelle bien, je crois que c'est l'effet de simple exposition, quelque chose comme ça. C'est découvert par quelqu'un dans les années 50 ou 60 et ça rejoint en certains points la théorie de l'enceinte close. Tu voulais terminer ? Donc, manque d'enceinte close, probable chambre d'étudiant, et tout ce que j'ai envie de lui dire, c'est
bah bosse, mets des sous de côté et prends un appart digne de ce nom, et je parie que dans 3 ou 6 mois tu nous renvoies ton feedback et c'est plus la même chose. Super, et alors je donne rendez-vous justement au numéro 24 pour nous envoyer un mail avec la photo de son appartement et la fille qui va avec, évidemment. Alors j'avais prévu dans le script de faire une musique, mais finalement on n'y aura pas droit. Et alors par contre on va tout de suite passer sur le forum, mais avant ça je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que participer est vivement encouragé à la fois sur le forum mais aussi dans les commentaires de là où on postera ce podcast. Alors vous déposez un commentaire si ça vous a plu, mais aussi si vous pensez qu'il y a d'autres rubriques qu'on pourrait amener. Alors, d'un pas, on passe sur le forum, et il y a quelques mois, tu as créé une nouvelle section sur le forum. Oui, tu as créé une nouvelle section. Alors, Stéphane me regarde avec un regard très étonné, il se demande de quoi je parle, mais je parle bien évidemment d'une section qui s'appelle le Spy Club pour les filles, il me semble. Voilà. Alors, est-ce que ça avait un but particulier? Est-ce que c'est le signe d'une prochaine étape pour Spike Séduction? On t'écoute. Bah alors là, dans l'absolu, c'est pas la question la plus difficile, mais en fait, c'est celle sur laquelle tu me colles le plus finalement. Bah écoute, non, au début, c'est tout simplement qu'une jeune fille est venue raconter son histoire. Et oui, t'as son prénom ? Oui, c'est Jennifer. Donc une jeune fille est venue raconter son histoire et a provoqué un pugilat. C'est-à-dire que les hommes se sont écharpés. Ben non, forcément, Léo me dit qu'elle est plus là, oui, parce qu'on a eu une confrontation frontale d'une logique de femme et d'une logique d'homme. Et en plus d'une logique d'hommes qui connaissent pas forcément très bien les femmes, puisqu'ils sont sur un site pour apprendre à les connaître, et d'une logique de femmes qui ne connaît pas les hommes. Donc on avait vraiment deux univers totalement, on va dire, deux langues. C'était comme un russe qui essaierait de comprendre un chinois ou vice-versa, quoi. Enfin, ça n'avait aucune chance d'arriver. Et pour déplacer le pugilat dans une zone que personne ne lirait, j'ai créé donc le Spy Club pour les filles. Et résultat, d'autres filles se sont inscrites et ont commencé à raconter leurs histoires qui présentent toujours un point commun, qui est, enfin, il y a plusieurs points communs à ces histoires. La disparition systématique de la fille une fois obtenue la réponse à sa question, avec une espèce d'absence de gratitude, d'engagement et de cohérence dont on peut peut-être presque se demander si elle n'est pas un peu consubstantielle à F. Deuxième point commun à toutes ces histoires, c'est on va dire la princessisation absolue, c'est-à-dire la création de barrières et de difficultés totalement artificielles et totalement inutiles envers des hommes qui pourtant leur plaisent. C'est-à-dire qu'en gros, elles rendent d'une difficulté, mais limite, ça devient fort boyard de les fréquenter, de les voir, de les rencontrer, tellement leur agenda est rempli d'épreuves de type boule de feu, etc. Et après, elles viennent se plaindre que l'homme ne déploie pas les efforts suffisants. Donc une échelle totalement démesurée et totalement, on va dire, irraisonnée de la balance des efforts, donc de l'effort qu'elles font, parce qu'elles s'apprêtent jamais assez en fait. Une fille qui a des problèmes de séduction s'apprête pas assez, voilà, point barre. Une nana apprêtée n'a aucun problème de séduction, a une liste d'amants de long comme le bras, et voilà. Léo a mis sa main d'une façon, aujourd'hui ça devient très dangereux de le faire. Mais bon, il n'a pas pris une pina colada, donc ça va. Donc les problèmes de séduction féminin sont toujours une question d'apprêtement, voilà, systématiquement. Les problèmes de séduction masculin sont infiniment plus philosophiques, sociologiques, psychologiques et de l'ordre de la virilité et du combat. Les problèmes de séduction féminin sont toujours de filles qui refusent de s'apprêter et qui finalement ont tellement intégré le fait que l'homme doit bosser pour les avoir qu'elles ont oublié qu'on ne bossait que pour avoir une femme apprêtée et que si elle n'était pas, on ne bossait pas. Donc en gros, les réponses aux questions féminines prendraient dans l'absolu, si c'est moi qui les faisais, 5 lignes. Mais bon, pour des raisons on va dire parce qu'elles permettent de démontrer à quel point on retrouve des phrases entières de mes séminaires dans leurs questions, ce qui donc valide ma pensée et mes concepts. On va dire, on les laisse un petit peu tourner en rond, mais en réalité il faudrait 2 phrases pour démonter leurs problèmes, hein. Le problème c'est que 1, t'es pas apprêté, 2, t'aimes pas ça, 3, tu le fais mal, 4, tu copies, enfin tu te forces à pas être disponible indépendamment des points 1, 2 et 3,
Et 5, tu considères l'affection et le désir comme un dû, alors que rien ne t'est dû. Tu n'as que ce que tu donnes et pas ce que tu mérites. Et si tu donnes rien, t'as rien, voilà. Problème réglé. Tous les problèmes de séduction féminin sont quasiment toujours les mêmes. Mais encore une fois, j'aime qu'ils se développent de façon plus longue, parce qu'ils vous permettent de voir à quel point vous retrouvez tout mon séminaire logique des femmes, tous mes 2 séminaires langage des femmes dans leurs interventions, et à quel point la confrontation d'une logique F à une logique H dure finit toujours par le départ de F et des insultes. Systématiquement. Alors qu'il n'y a pas eu d'insulte dans l'autre sens, mais c'est toujours une insulte en réponse à une insulte qui n'existe pas en fait. C'est-à-dire que H argumente, de façon un peu carrée et un peu sèche parfois, et F nous fait une espèce de point de Godwin inversé, ou je sais pas comment appeler ça, qui est en gros, puisque vous m'insultez, je vous insulte, bande de porcs. Voilà. Avec une espèce d'absence totale de logique et de raisonnement, quoi. Tu as tout à fait raison, Stéphane. C'est vrai qu'on a souvent tendance à répondre aux filles il ne faut pas que vous le preniez mal, et je pense que c'est une porte ouverte qu'on vous laisse. Alors allez-y, engouffrez-vous dedans et venez exposez-nous vos idées, vos rencontres, et je suis sûr que tous les membres du forum Garçons-Filles seront très heureux de partager avec vous les problèmes qui vous habitent. Alors on continue sur le forum, et j'ai tiré du forum plusieurs sujets, Stéphane. Alors là, c'est toi qui vas avoir le choix. Je vais te dire simplement le titre des sujets que j'ai tirés du forum. Alors c'est des sujets qui sont assez récents et qui sont, on va dire, du plus léger au plus nuancé, au plus complexe. Alors le premier, peut-être le plus connu, et c'est celui un petit peu que je préfère, il a déjà 25 pages et plus de 18 000 vues. Il s'agit du sujet de John Dillinger qui s'intitule « Sauf cas exceptionnel ». Alors le deuxième, proposé par MA2K, qui nous parle d'une ex qui aurait une attitude un petit peu mystère et boule de gomme, comme il la qualifie. Ensuite, Goldfish nous a proposé un automne littéraire 2014. Alors peut-être qu'on pourra revenir sur quelques titres intéressants ou quelques lectures qui peuvent être intéressantes pour cet automne 2014. Kind of True, lui, nous a posé la question, et il nous dit qu'il n'arrive plus à aborder comment résoudre ce problème. Cybermen nous a proposé un article, une réflexion qui, elle, est plus construite. Le sujet s'intitule « De la frustration à l'amertume ». Il parle de ce que tu as évoqué, Stéphane, tout à l'heure, l'offre et la demande, en 3 points. L'escalade de la frustration à la sérénité, et enfin de la sérénité à l'amertume. Est-ce qu'il a raison? Et enfin, la 7, c'est une vidéo. Alors je ne sais pas si tu l'as vue, c'est cette vidéo, alors peut-être que c'est un fake ou pas, comme on dit dans le jargon, la vidéo d'un supposé clochard qui, selon ses dires, vivrait de chambre en chambre en rencontrant une femme chaque jour, et c'est comme ça qu'il subsisterait. Est-ce que tu as vu cette vidéo? Non, elle me fait non de la tête. Alors, parmi ces 7 sujets, lequel t'intéresse le plus? Alors je te les répète, et aussi pour nos auditeurs: sauf cas exceptionnel, l'attitude d'une ex qui est un petit peu mystérieuse, l'automne littéraire, je n'arrive plus à aborder, de la frustration à l'amertume, qui est un long sujet, et la vidéo que tu n'as pas vue. Comme disait mon cher prof de socio Erhard Friedberg, il disait Édouard prend toujours la question la plus difficile. Donc la question la plus difficile, ça va être la frustration et l'amertume. Donc de la frustration à l'amertume. Alors qu'est-ce que je dois faire exactement? Alors c'est très simple, je ne sais pas si on va pouvoir tout lire d'une seule traite, mais j'ai pris soin de surligner quelques passages. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose notre ami, comment il s'appelle déjà, Cybermen? Il nous dit que, voilà, aujourd'hui, entre deux relations, on se retrouve dans un état de célibataire, et l'homme de base se retrouve à chercher plus ou moins activement une fille dans une relation, et il ratisse toujours le plus large possible. Ça correspond un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, avec un excès de disponibilité de la part des hommes, et en ratissant le plus large possible autour des filles qui passent à proximité et qui sont disponibles.
Et elle, il va envoyer des signaux positifs à un maximum de filles avec pour seul filtre, je cite, pas trop repoussante. Alors, une femme célibataire, elle ne fait presque aucun effort, c'est ce que nous dit Cybermen. Elle reçoit des sollicitations en masse et ça ne peut que être accentué, c'est 24 heures sur 24, c'est sur tous les canaux, c'est par SMS, par Facebook, par Snapchat, par Tinder, sur toutes les autres applications de rencontres. Et du coup, tous ces prétendants se rendent disponibles à n'importe quel moment sur simple demande. Et la sélection, elle, de son côté, se fait via des tamis un petit peu successifs et elle n'éprouve aucun besoin de développer une quelconque capacité sociale. Ça rebondit un petit peu, ou même exactement sur ce que tu disais, quand elles n'ont plus rien à offrir parce qu'elles croulent sous les offres. Mais qui est le responsable? Les hommes, et c'est ce que Cybermen nous dit. La connerie des hommes, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on apprend en sociologie des groupes, c'est que la collaboration n'est jamais naturelle. Elle est toujours construite, forcée et temporaire. CF, on me dit que je cite jamais mes sources, donc mes sources c'est la sociologie des organisations américaines importées en France et en Europe par Friedberg, Crozier, etc. La collaboration n'est jamais naturelle, elle est toujours, dépendante d'une situation précise, donc forcée et temporaire. Et ce qu'on voit là, c'est une confrontation entre des stratégies individuelles et des stratégies de groupe. C'est-à-dire que pour maximiser sa réussite individuelle, l'homme va se mettre à adopter des comportements qui en réalité pourrissent les chances du groupe. C'est exactement ce que nous dit Cybermen, puisqu'il déploie l'homme, il parle de l'homme con de base, mais on pourrait dire peut-être l'homme célibataire. Il va déployer une quantité astronomique d'efforts, et il cite comment mal dépenser son argent, des montagnes de SMS, des montagnes d'ajouts sur Facebook, en allant à un maximum de soirées, et ça rebondit exactement sur ce que tu as dit tout à l'heure, pour seul souci s'il y aura de l'alcool et des filles, et si les filles sont chaudes et bonnes, entre guillemets. Il va pratiquer des activités uniquement pour le but de séduire, plutôt que pratiquer des activités pour le simple fait qu'elles lui plaisent. Il va partir dans un cursus d'apprentissage très long en achetant les premières conneries sur internet. Et là où c'est encore plus vicieux, nous dit Cybermen, c'est que étudier puis pratiquer un métier qui confère le dieu magique, il nous rappelle aussi comment l'homme célibataire dépense mal son argent. Alors il paie des verres à n'importe qui, il achète des habits hors de prix et surtout n'importe comment. Il pense que... Oui, enfin il achète des habits hors de prix, on va se calmer 2 secondes. Si 95% des hommes célibataires étaient stylés et élégants, ça se saurait, donc bon. Hors de prix ne veut pas dire élégant. Oui, enfin 90% des hommes, célibataires ou pas, s'habillent comme des merdes de façon utilitariste. Et enfin, c'est faux autour de nous parce qu'on est dans un endroit relativement stylé, donc personne n'est vraiment négligé. Mais 90% des gens, en plus hors des capitales, s'habillent exactement comme des merdes. Donc je réfute cet argument-là, mais je te laisse tous les autres me vont. Mais celui-là, il faut se calmer 2 secondes. Le célibat n'est pas une ode à l'élégance, hein, sinon ça se saurait depuis le temps. Tout à fait. Et il nous fait un parallèle avec le poker. Il dit plus on s'investit, plus on est impliqué émotionnellement. C'est comme au poker, c'est ce qu'il nous dit. Alors, il nous rappelle que finalement, c'est l'escalade de la frustration et il prend fin assez souvent brutalement. Et dès qu'on est choisi par une fille dans une relation longue, oui, c'est elle qui choisisse. Et il enchaîne en disant qu'on passe de la frustration à la sérénité et que toutes ces dépenses combinées vont mener au résultat escompté, enfin il l'espère, et la seule voie pour en finir durablement avec la voie de l'apprentissage, c'est que l'homme se met à conceptualiser pour essayer d'être serein et qu'il exploite un petit peu cette force. Et il ajoute il postule que comprendre les femmes est un long cursus et qui peut se décomposer en 3 points. Le mode de vie qui dit que c'est la base de la pyramide. Alors moi j'ai fait une petite flèche sur ma feuille et j'ai tout de suite pensé au mode de vie en faisant référence à ton fameux article et qui est depuis enfoncé dans les archives du forum, qui s'appelait La séduction n'est pas un pot de peinture. Oui, si je te regardais pas, c'est parce que j'étais en train d'essayer de deviner qui était. On a 2 hommes et 2 femmes à la table à côté de nous. J'étais en train d'essayer de deviner qui est avec qui ou qui plaît à qui. Voilà. On ne se refait pas et voilà. On ne choisit pas ses passions et ses centres d'intérêt. On ne se refait pas. Ah, ça y est, je crois que je sais. Quoique non, même pas forcément.
Moi je pense qu'en fait personne n'est avec personne et c'est une espèce de double rendez-vous. Double date. Ouais, c'est étrange, ouais. C'est très étrange. Donc bah oui, le premier pas pour sortir de la frustration est d'admettre la frustration, et le second est de la comprendre, et la troisième est de l'arrêter. Hein. C'est d'abord t'admets, après une fois que t'as admis, bah, t'essaies de piger un peu pourquoi, et la troisième c'est que tu changes. Et la réalité qui peut heurter, mais je vais essayer de la pommadiser pour la rendre le moins heurtant possible, bah, la réalité c'est qu'en fait les hommes veulent pas changer. Le changement est leur volonté de changement, hein, le changement c'est maintenant, comme disait le président Normal, la volonté de changer est en fait une espèce de... C'est un peu la prière au petit Jésus quand il nous arrive une galère. C'est-à-dire qu'à un moment on est désespéré et on dit je changerai, je ferai tout ce qu'il faut. Un peu comme si on apprend qu'on a, je sais pas quoi, une tumeur cancéreuse et qu'il faut l'opérer, et que la veille de l'opération, tout à coup on se souvient qu'il y a une spiritualité, on lui demande un petit peu service. On postillonne dessus. Donc voilà, l'idée c'est qu'en réalité, un homme qui, du moment qu'il a été accepté par une personne du sexe opposé, considère que la démarche de séduction s'arrête, est un type c'est un menteur en fait. C'est quelqu'un qui a pris une posture. C'est un mauvais comédien. Il enfreint et il déshonore sa propre essence, son propre moi, en prétendant d'abord être dans une posture de changement intégral, de défrustration, donc de générosité, donc de don de soi, de style de vie, etc. Et en réalité, en se mettant que la première grosse étant pas un qualificatif physique, mais une expression un peu... c'est de l'argot, quoi. C'est avec sa grosse, quoi, tu vois. Même si elle est mince, peu importe. Il se met avec sa grosse et elle lui fait des yaourts aux amandes, comme dit Lucchini dans sa brillante vidéo sur le couple. Et en gros, il arrête tout jusqu'à la fois suivante. Donc la séduction n'est pas un pot de peinture, on aurait également pu s'appeler la séduction n'est pas la fin, ça n'est que le commencement. Du moment que vous êtes en mesure d'avoir une personne qui vous plaît, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez en trouver une mieux. Et certainement pas vous arrêter à la première. Parce que c'est dans la mesure où on a pu rencontrer une personne, c'est comme un ostéo qui vous enlève une douleur. Mais c'est pas parce que vous avez plus mal que vous êtes au plein potentiel de votre physique, de votre corps et de votre souplesse. Donc c'est pas parce qu'on rencontre la première conne venue qu'on s'arrête. C'est justement rencontrer la première conne venue, ça enlève ce sentiment de boule au ventre, d'échec et en gros de remise en cause permanente de son soi et de ce qu'on vaut. Et c'est justement là qu'on en rencontre des mieux. Dans une espèce de démarche qui n'est pas féminine et qui consiste pas à, comme disait quelqu'un qu'on n'a plus le droit de citer, à disposer et attendre, mais dans une démarche masculine qui ne dispose pas et qui n'attend pas, mais au contraire qui est dans une démarche de combat, pas de combat de la femme, mais de combat de ses propres peurs, de combat de ses propres de sa propre zone de confort et d'extension du domaine de sa zone de confort. Voilà. Donc moi quelqu'un qui s'arrête parce qu'il a entre guillemets réussi à se caser, caser en une semaine, comme cette espèce de... C'est le titre d'un e-book qui, je crois, s'appelait Caser en 29 jours. Ou, voilà. Oh bah c'est complètement crétin. C'est-à-dire que pour moi, c'est le marqueur du connard en fait. Voilà, le marqueur du débile, c'est le mec qui s'arrête parce qu'il est casé. Non. Si le marqueur de la réussite était de se caser et d'avoir des enfants, je me serais casé 25 fois et j'aurais 50 gosses. N'importe qui peut faire des enfants et se caser. C'est totalement... ce n'est un enjeu et ce n'est un objectif que pour un débile. La réalité, c'est que le fait d'être en mesure de faire une rencontre fait qu'on rentre de facto dans la sphère des gens qui ont le choix. Et je ne dis pas qu'il faut avoir une relation avec cette personne et la tromper. Je dis simplement que une nana féminine est apprêtée, ce qu'on appelle dans le jargon F+, elle va pas, parce qu'elle fait une rencontre un jour dans la rue, arrêter de vivre et se mettre avec son gros et s'installer en banlieue et acheter un chien. Tu vois, ça c'est une démarche typiquement masculine de défaite et de non-compréhension de sa virilité bien comprise. Et après, le mec perd sa virilité en se mettant avec n'importe quelle conne, et après essaie de la retrouver par des activités revirilisantes, mais virilisantes faussement. Donc il va s'inscrire à un club de karaté, il va acheter un gadget technologique en faisant semblant de savoir s'en servir, etc. pour montrer qu'il a un peu de hache. En réalité, si tu te mets avec ta première grosse venue, t'as pas de hache. T'es rien du tout, t'es une merde, tu vois.
À un moment, de la même façon que l'éducation est le refus de l'animalité, la virilité est le refus de l'arrêt du combat. Tu vois, la virilité n'est pas un sport de combat, c'est le refus de l'arrêt du combat. En tout cas, une bonne explication de ce qui était l'article pot de peinture. Alors, on termine ce point de Cyberman qui nous disait que voilà, le processus était d'abord d'améliorer son mode de vie, sa compétence sociale et le corps, comprendre le fonctionnement psychologique et physique des congénères, je suppose qu'ils sous-entendaient des femmes, et de s'habiller en accord avec notre mode de vie. Alors ça fait tilt dans mon esprit puisque justement dans 2 jours, je vais m'habiller en accord avec mon mode de vie car je participerai à un relooking. C'est un costume, donc par définition, c'est déjà imposé. Mais j'espère que ce sera un costume qui s'appliquera à mon mode de vie quand même un petit peu. On verra, on verra. Donc il termine avec le 3e point qui s'appelle de la sérénité à l'amertume. Pourquoi une fin si décevante? Il marque quand même un petit bémol en mettant de temps en temps l'amertume. Alors il nous dit que voir tous ces hommes qui se débattent de toute leur force lui fait penser à une immense fourmilière qui, emportée par les eaux, ne comprennent absolument pas ce qui se passe et ont un champ de vision minimum. Il associe ce champ de vision minimum à un champ d'action minimum aussi. Alors c'est un carnage émotionnel, c'est une frustration qui se transforme en colère, parfois en rejet de l'autre. Et voilà, ce n'est pas. Il termine en disant que ce n'est qu'un gigantesque chemin avec une multitude d'actions qui en engendrent d'autres. C'est long et laborieux, mais je pense qu'il ne faut pas être aussi pessimiste, Cyberman. Et il termine son article avec une petite note pour Stéphane qui le remercie pour un travail encore plus énorme pour rassembler les briques ensemble, qui remercie aussi tous les membres qui ont compris que transmettre le savoir est noble. Alors on va continuer, je crois que Stéphane a quelque chose à rajouter à ce que Cyberman venait d'écrire. Bah non, je voulais faire la liaison et la transition en te remerciant toi aussi, mais apparemment t'as pas fini de m'étriller et de me questionner ce soir, donc écoute, on est là, on est bien, le niveau sonore est raisonnable, on se croirait un petit peu dans le pudding de Radio Nova avec Jean Croc et Nicolas Herrera. Donc voilà, je suis en bonne compagnie, tu es également de bonne compagnie, je me suis habitué au poivre de mon Virgin Mary et donc la batterie tient encore, donc vas-y, tu peux continuer à m'étriller, je vais faire de mon mieux pour répondre sans langue de bois et avec on va dire une quantité de nuances qui ne peuvent passer qu'à l'oral et qui se perdent un petit peu à l'écrit. Alors avant de passer à la rubrique suivante, vous savez dans un podcast il y a des rubriques, j'ai quand même envie de faire un petit peu un appel du pied à Stéphane ou un appel de la voix sur le sauf cas exceptionnel et peut-être de nous citer un ou deux nouveaux sauf cas exceptionnels qui lui est venu ces jours-ci. Alors je rappelle la règle du forum, c'est dire, alors John Viger nous avait proposé par exemple, sauf cas exceptionnel, ça n'est jamais allé plus loin avec une fille qui a refusé le premier baiser. A-t-il raison, a-t-il tort, je ne sais pas. Est-ce que Stéphane, tu as quelques sauf cas exceptionnels à nous proposer? Je ne sais pas s'ils ont déjà été dit ou pas. Sauf cas exceptionnel, une fille qui propose de partager l'addition, c'est mort. À un quelconque rendez-vous. C'est-à-dire qu'elle vous propose de vous inviter, c'est très bien, qu'elle se laisse inviter, c'est très bien, en disant merci. Mais dès qu'il y a l'idée de partager, c'est qu'il y a l'idée de cassure en fait. Vous voyez une note, vous voyez une note de restaurant déchirée en deux, cassée en deux, pliée en deux, déchirée en deux, c'est votre relation en fait. Donc voilà, le partage est déjà en gros une symbolique de fin. Sauf cas exceptionnel, un texto ou un appel après 23h est généralement un énorme signe entre guillemets d'intimité ou de quelque chose qui peut s'en rapprocher. Oui, ou sinon elle est saoule, comme dit Léo. Sauf cas exceptionnel, une fille qui ne s'apprête pas pour vous ne vous aime pas. Sauf cas exceptionnel, une fille qui vous aime vous donne raison. Voilà. Du moment où la personne à qui vous êtes censé plaire remet en cause votre opinion dans un débat, c'est déjà que vous êtes à moitié un pied dehors.
Sauf cas exceptionnel. T'en as pas toi des sauf cas exceptionnels? Faut que je réfléchisse dans une seconde. Sauf cas exceptionnel. Voilà, j'en ai donné 3 ou 4. S'il y en a d'autres qui me reviennent, je te les donnerai. Sauf cas exceptionnel, une femme une femme féminine qui promet quelque chose et qui de l'ordre du contact, du rappel ou du suivi et qui ne le fait pas, n'en éprouve aucune sensation de gêne ou d'incohérence. J'ai pas dit que tous les hommes rappelaient, que tous les hommes, etc. Mais chez un homme, ça provoque une sensation de gêne. Tu sais que tu n'as pas à rappeler quelqu'un, tu t'en éprouves voilà. Ce qui est absolument effarant, c'est à quel point il y a une espèce de déconnexion entre la parole, la promesse et l'acte chez F. Voilà. Donc, sauf cas exceptionnel, F n'a pas de connexion entre la parole, la promesse et l'acte. Je ne peux que rebondir positivement sur la dernière que tu viens de dire, puisque jusqu'à encore il y a quelques semaines, bon nombre de SMS sont restés sans réponse. Alors, j'ai noté aussi que tu parlais du partage de l'édition, je crois que c'est le tout premier que tu as dit, et j'apporte un point de nuance, parce que c'est vrai qu'en France, il y a ce que tu disais. En France, bien sûr, en France, pas en Scandinavie. Voilà, en Scandinavie, justement, parce que Stéphane sait que j'ai passé un an en Suède l'année dernière, et justement, les Suédoises m'ont confié que ce n'était pas du tout ce qui se faisait là-bas, et je m'explique, lors du premier rendez-vous, si l'homme venait à payer pour la femme qui l'accompagne, alors quel affront il ferait à cette fille, ça serait sous-entendre qu'elle ne peut subvenir à ses besoins. Et alors en Suède, partager l'addition, je pense que c'est la meilleure des possibilités, la meilleure des solutions surtout. En Hollande également, mais je crois que d'un point de vue géographique et évolutionniste, c'était un peu les mêmes peuples à la base, donc c'est pas très étonnant. Il faudrait demander à notre nouveau spécialiste Frédéric Delavier si les Hollandais et les Scandinaves voilà, si les Hollandais, les Allemands et les Scandinaves ont des racines communes, mais je pense que oui. Oui, d'ailleurs, tu fais bien de citer Frédéric Delavier, puisque tu as fait un podcast dernièrement, même une vidéo. Une petite vidéo avec Frédéric, que j'invite tout le monde à revoir, qui a déjà plus de 10 000 vues. 40 000 vues. Ah oui, je n'étais même pas au courant. Plus de 40 000 vues. Alors voilà, on est passé sur les sujets du forum, on en a décortiqué certains, et on passe au traducteur de SMS. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas, qu'est-ce que le traducteur de SMS? Alors le webmaster de Stéphane de spikeseduction.com avait mis en place un formulaire où chacun était libre de déposer un SMS qu'il ou elle avait reçu avec un contexte, et les membres qui passaient par là étaient chargés, enfin pouvaient répondre, le décrypter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme la plupart des choses passent par l'écrit, comme l'a évoqué Stéphane lors de l'introduction, et il faut savoir décoder les SMS. Les gens ne s'écrivent plus et ne savent plus vraiment exprimer ce qu'ils veulent dire par l'écrit. Alors entre le numéro 113, le numéro 146 et le numéro 52, par quel SMS veux-tu commencer? Si tu me donnes que les chiffres, je sais pas. Le premier. Le numéro 113. Alors, donc le numéro 113, c'est la réponse d'une fille après passer 24 heures vers un garçon. Alors le contexte, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse à ces SMS pendant une journée. Donc déjà, je pense qu'on peut froncer des sourcils. Et l'homme qui lui a envoyé un SMS lui demandait s'il n'était qu'un Kleenex que l'on jette et qu'on ne veut plus. Et là, il n'a pas eu de réponse. Il lui a donc renvoyé un SMS Alors, la phrase de notre auditeur est assez bizarre. Il dit « Je lui renvoie qui ne répond pas, acquiesce, le nom dit, tue l'autre et la réponse ». Alors vous voyez, vous n'avez pas compris comme moi, mais en tout cas, je pense qu'on peut lire. Qui est l'homme, qui est la femme, là, je comprends pas. Qui se plaint, qui n'est pas content? C'est l'homme qui n'est pas content et qui a envoyé un premier SMS en lui disant « Est-ce que tu me prends pour un Kleenex ?» qui n'a pas eu de réponse. Et à la suite de ça, qu'il a renvoyé un SMS et auquel il a eu la réponse suivante, donc de la fille « Passe un bon week-end, point, je me repose pour récupérer, je ne te fais pas la tête, bisous ».
Ça s'appelle une non-réponse caractérisée, ce qui sous-entend et ce qui sous-tend une espèce de mépris. Parce que quand on ne répond pas à quelqu'un, ça veut dire que la personne n'est pas assez importante pour qu'on consente à lui répondre. Ça dénote aussi une volonté de ne pas se confronter à la réalité, d'éviter le conflit. Ça me paraît être une des 10 petites tactiques féminines de base pour, on va dire, garder la face et éviter le conflit frontal, mais en réalité ne jamais avoir envie de revoir cette personne. Et c'est typiquement le genre d'attitude qu'une femme ne supporterait pas chez un homme. Parce qu'on reproche toujours à l'autre, évidemment, ce qu'on veut le mieux lui faire par derrière. Pour moi, voilà, ça c'est du langage des femmes strictement de base. Je ne veux pas te revoir et tu mérites même pas que je te réponde. Mais comme je n'ose pas te dire ça, car je sais que ça m'exposerait... Et que je ne veux pas culpabiliser aussi. Voilà, comme tu ne mérites même pas que je te dise ça, car ça m'exposerait à un débat logique et rationnel sur les raisons qui font que j'ai pas envie de te revoir, je réponds quand même et j'y mets une cordialité de façade, totalement feinte, et que je ne ressens pas du tout. Mais ce garçon ne reverra jamais cette fille, hormis par hasard, quoi. Pauvre SMS 113 qui restera donc sans réponse. On continue dans l'ordre finalement, hein. Le SMS numéro 146 qui encore une fois est une réponse d'une fille. Alors le contexte, donc c'est un garçon qui reçoit ce SMS, je vais te le lire dans un instant, pour le remercier d'une soirée qu'ils ont passée ensemble et lui avait dit que c'était sympa et que même s'ils n'avaient pas pu danser ensemble. Et que répond la fille? Elle dit oui, mais faut éviter le contact pour ne pas être tenté. 3 petits points. Qu'en pense la fille? La fille, pas celle du SMS, mais celle qui est à côté de moi. Ça me donne l'impression d'une nana qui a quelqu'un d'autre, soit dans sa vie, soit dans sa tête, et qui du coup se culpabiliserait d'être tentée par un autre homme. Tu peux me relire le SMS, s'il te plaît, exactement? Alors, ils ont passé une soirée ensemble, il lui a dit à elle que c'était sympa, mais que c'était dommage qu'ils n'avaient pas dansé ensemble, et elle lui a répondu « Oui, mais il faut éviter le contact pour ne pas être tenté. » 3 petits points. Il y a 2 phrases dans sa phrase. Il y a « Je ne veux pas être tenté », donc ce qui est une espèce de façon indirecte d'envoyer une petite pichenette de flirt, mais il y a également une autre phrase dans la phrase qui est « Il faut éviter le contact ». Donc moi j'encourage à lire cette phrase en occultant la deuxième moitié, et en fait ce qu'elle veut dire c'est il faut éviter le contact. Voilà. La réalité c'est que si elle était si intéressée que ça, le contact elle l'aurait recherché et elle aurait fait en sorte de danser avec lui. Donc là encore un texto qui à mon avis sent très mauvais et n'a pas été suivi d'une nouvelle rencontre, voire a été suivi d'aucun texto supplémentaire. Et on voit que là la tactique de déviation n'est pas exactement la même que la première. La première était une espèce de non-réponse façon j'ai pas lu la question. Là c'est j'ai lu la question mais je déguise, je flatte ton ego en disant que en gros tu serais tellement sexy que si je t'effleurais je brûlerais de désir et je ferais une flaque sous moi, et en réalité massant ton ego et te massant l'ego, en fait je te sous-communique un truc que t'es trop nigo pour voir, parce que les hommes sont évidemment nigo dans le décollage des langages des femmes, je le constate, et il le serait moins avec mon séminaire. Le vrai message à sous-communiquer, c'est la première moitié de la phrase, c'est il ne faut pas de contact. Et pour faire avaler cette pilule amère, je te beurre l'ego derrière, je te passe du baume sur l'ego. Voilà, je fais un vrai froid suivi d'un faux chaud, exactement Léo, en te disant oui mais tu te rends compte, en gros t'es tellement sexy que si je te touchais ça ferait floc. Voilà. La réalité c'est que ça ne fera jamais floc parce qu'il va jamais la toucher, et les 3 petits points sont... Les 3 petits points sont une manière de laisser l'homme les remplir avec des sentiments qui en général n'existent pas. Exactement, donc comme je le disais, c'est un vrai froid faux chaud, en faisant bien évidemment référence au séminaire Langage des femmes 2, qui avait pour but d'analyser justement ces paradoxes entre le vrai et le chaud. On termine par le SMS numéro 52, et je pense que cette fois-ci, Stéphane, tu vas voir que la fille est intéressée. Alors, il nous dit, l'homme, qu'il la connaît depuis 2 mois, et qu'après un sérieux rapprochement, il lui a dit qu'il avait envie de l'embrasser.
Elle a refusé en prétextant que ce n'était pas bien. Apparemment, elle est en couple, nous précise-t-il entre parenthèses. Et après, il lui a reçu ce texto après lui avoir dit qu'il regrettait de ne pas avoir essayé donc de l'embrasser. Et que répond cette fille? Tu as bien fait, tu sais. Tu me laisses pas indifférente, loin de là. Avis de femme. J'ai pas tout à fait. Donc attends, dis-moi si, fais-moi un oui de la tête si j'ai bien compris. Il écrit pour dire j'ai. Ça fait 2 mois qu'ils se connaissent. Alors, ça fait 2 mois qu'ils se connaissent. Il y a eu un rapprochement. Il lui a dit qu'il avait envie de l'embrasser. Donc je suppose qu'il ne l'a pas fait. Et c'est ce qu'il dit. Après, il lui a envoyé un SMS après coup en lui disant qu'il regrettait de ne pas avoir essayé. Et qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Tu as bien fait. Tu sais, tu me laisses pas indifférente, loin de là. Bah, c'est bis repetita du cas précédent. C'est tu caches la deuxième moitié de la phrase avec ta main, tu lis la première. C'est j'ai pas essayé de t'embrasser, réponse t'as bien fait. Sous-entendu, ça aurait pas marché. Et après, évidemment, pour dans une espèce d'optique de contrebalancer un peu pour contrebalancer un non frontal qui est un vrai froid, tu mets un faux chaud. Donc le faux chaud, c'est tu me laisses pas indifférent. Et même le faux chaud est tellement faux qu'il contient une négation. C'est pas tu me plais, c'est tu ne me laisses pas indifférent. Donc en gros, c'est une double négation. C'est t'as bien fait de pas me toucher et tu me laisses pas. C'est une double négation qui ne contient aucun intérêt réel et que du langage tordu pour essayer d'habiller avec une bienveillance intéressée une malveillance désintéressée. Bon, et bien encore une fois, le SMS 52 ne trouvera pas d'écho au premier SMS qu'il venait d'envoyer. Alors ça y est, on touche à la fin, non peut-être pas, vous restez encore avec nous et nous restons avec vous. Nous arrivons sur le thème du jour. Alors thème du jour qui est 4 lignes sur ma fiche, qui contient plusieurs questions, plusieurs sous-questions, et je pense qu'on pourra en débattre toute la nuit, mais nous n'avons pas toute la nuit devant nous. Alors le thème du jour qui est le taux du... Alors c'est une observation un petit peu personnelle il me semble dont je t'avais fait part. Le taux de succès de la prise de numéro semble être en hausse ces dernières années. Quelles en sont les raisons? Et par contre, le taux de réponse au premier SMS, à la première proposition derrière cette prise de numéro, lui est en baisse. Est-ce que l'ère des réseaux sociaux ne raflerait-il pas tout sur son passage? Avis de fille? L'ère des réseaux sociaux, je sais pas, mais ça me ferait penser à des femmes qui voudraient, comment dirais-je, se garder un coussin de sécurité, donc qui donneraient leur numéro au cas où, mais en fait, voilà, pour peu qu'elles réfléchissent un peu chez elles se disent, en fait non, voilà, je sais pas. Bah, pour moi, ça, c'est complètement lié à la démographie des grandes villes, à la violence, à l'immigration et à la racaillisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une grande ville, notamment dans Paris, un refus frontal de donner un numéro, c'est des insultes, c'est des salopes, c'est des menaces, et en gros, tu sais jamais trop pendant combien de temps le mec va continuer à te suivre le long du boulevard Sébastopol, quoi. Donc, il faut bien comprendre que la réaction d'une personne abordée dans un lieu non autorisé, et pas autorisé, mais non autorisé comme la rue par exemple, qui n'est pas un lieu où il est normal d'aborder les inconnus, et n'est pas seulement un indicateur de son niveau d'intérêt. La réaction d'une personne dans un lieu autorisé est un indicateur de son niveau d'intérêt. Par contre, dans un lieu qui est non autorisé, ce n'est pas un indicateur de son niveau d'intérêt, c'est un indicateur de son niveau d'intérêt doublé d'un autre facteur qui est, en gros, la trouille de ce qui peut se passer si ça foire. Et plus on a la trouille de ce qui peut se passer si on dit, pardon, pas si ça foire, mais si on dit non. Et plus on a la trouille de ce qui peut se passer si on dit non, plus on va être dans une stratégie d'éviter le non frontal. Donc qu'est-ce que ça veut dire donner un numéro ou donner un Facebook ou un mail? C'est simplement j'évite le non frontal, parce que si je dis un non frontal aujourd'hui à un type, même en apparence bien élevé, je vais affronter en face une agressivité née d'une déception, née d'une frustration. On revient au thème de la frustration. Et en réalité, il est beaucoup moins coûteux, pas vrai ma voisine de droite, il est beaucoup moins coûteux de donner un numéro et de ne pas répondre que d'affronter et que de prendre le risque
de donner un vrai nom qu'on devra justifier, sur lequel on devra insister, et qui peut nous exposer à un relou qui nous suive pendant des rues et des rues et des rues, pas vrai? Je suis d'accord, ouais. Parfait. Alors, lié toujours à ce thème, un petit peu au même thème, donc on l'a déjà évoqué des tas de fois durant tous les sujets qu'on a balayés, qu'on a décortiqués. On a vu que la multiplicité de leurs choix entraînait toujours une offre toujours plus délirante, plus conséquente de jour en jour. Et est-ce que cette démesure de l'offre a-t-elle un plafond? Est-ce qu'un jour, en 2020, en 2025, en fait, on ne pourra pas aller au-delà d'un nombre ou d'un plafond? Et si oui, que se passera-t-il lorsque ce plafond sera atteint? Encore une fois, on ne parle pas de démographie, on ne parle pas de déséquilibre démographique pur, on parle d'un déséquilibre de l'offre et de la demande. Le plafond, non, le plafond, c'est qu'on va totalement inverser le contexte qui était le contexte pré-révolutionnaire de la dot, où en fait c'est la femme qui arrivait avec une dot, et plus la dot était importante, évidemment, plus elle trouvait un époux ambitieux. Maintenant c'est le contraire, c'est femme ambitieuse et époux avec dot, alors qu'avant c'était femme avec dot et époux ambitieux. Si vous voulez, le modèle emblématique qu'on a eu au sommet de l'État pendant des années, qui était Chirac et Madame Chirac, c'était ça, c'était une femme avec dot et un homme ambitieux. Donc le modèle, si tu veux, de l'époque de l'ancien régime, quoi. Aujourd'hui, ça va être le contraire, c'est-à-dire que l'homme va arriver façon modèle chinois avec sa dot la plus grosse possible. Donc en gros, on va avoir des espèces de businessmen horribles, libidineux, avec des petites lunettes et une peau grasse, qui existent déjà, qui vont arriver avec des dots de plusieurs millions, voire dizaines de millions, et on va avoir des espèces de demi-putes ou de vraies putes et des putes à la Zaya et compagnie, qui en gros vont faire leur choix parmi des reproducteurs potentiels ultra fortunés et qui deviendront donc des icônes médiatiques, un peu comme la grande blonde, genre Sylvia, je sais pas comment elle s'appelle, l'ex de la roue de la fortune, là, qui se montre avec une espèce de Silverstein, je sais plus comment elle s'appelle, là, qui s'expose dans le public avec une espèce de gros russe dégueulasse avec une panse d'animal, et en gros donc on va arriver à une espèce de double frustration née d'un grand désir pour des femmes de plus en plus apprêtées et de plus en plus belles, mais d'une impossibilité en gros de vivre une histoire sérieuse avec elles, parce que la difficulté économique de survivre dans un monde sans CDI et bientôt sans propriétaire fait qu'entre un gros chinois libidineux mais qui te promet de prendre ta retraite à 35 ans et d'avoir une maison à toi, et un mec qui te dit qu'il veut bien t'aider mais pas te supporter, te sponsoriser et être ton mécène, et ben tu prends un gros chinois qui pue. Je ne souhaite pas à toutes les filles de prendre un gros chinois qui pue. Par contre, est-ce que, alors ça pose une question, alors tu as décrit comment pouvait être cette situation, ce plafond, est-ce que tu penses que le J+1 ou l'année +1, est-ce que tu penses que ça peut repartir dans l'autre sens et complètement se réinverser ou non? Non, pour que ça s'inverse, il faudrait un tel changement à la fois démographique, politique, économique et climatique que tu me diras, tout peut arriver, mais là tu me demandes un petit peu de faire des prévisions météorologiques non pas à 7 jours mais à 7 ans, voire 70 ans, et je pense qu'il faut que chacun reste à sa place. Je ne peux faire que des paris, pour l'instant j'ai plutôt eu raison, comme le savent ceux qui me suivent en séminaire, mais voilà, comparaison n'est pas raison, et je m'abstiendrai de signer des chèques en blanc et on va dire des paris sur des facteurs et des paramètres que je maîtrise absolument pas. Très bien, alors pas de projection à long terme, c'est vrai qu'on n'est pas Madame Irma. Alors en rapport avec le thème du jour, il y a deux articles qui moi trouvent l'intérêt à mes yeux.
Le premier était écrit sur spikeseduction.com par Axel, qui s'appelait Plaire en société, qui parlait justement de ce déséquilibre de l'offre et de la demande, en disant que oui, il y avait de plus en plus d'offres, donc ça veut dire que le coût de l'offre baissait, et les filles pouvaient être amenées à penser que le coût de l'offre baissant, elles avaient de plus en plus d'offres et donc que leur valeur était en hausse, alors que pas du tout, c'était uniquement à cause du coût de l'offre qui lui était abaissé. Et le deuxième article que je vous invite à lire, c'est un article qui est en anglais, qui s'appelait Women Who Own iPhones Lose the Ability to Love. C'est Stéphane qui me l'avait envoyé. Est-ce que tu te souviens de cet article ? Oui, bah ça montrait ce que tout le monde sait, ce que tout le monde voit, qui est que le mur Facebook est un miroir narcissique à des égos brisés, et c'est des comparaisons de nombre de photos de profil, de likes, et que tout ça est très mauvais fondamentalement pour l'image des gens, notamment l'image des femmes, et notamment leur vision, si tu veux, de leurs opportunités de rencontre réelles. Parce que c'est sûr, quand tu as 150 likes à chaque changement de photo de Facebook, ça te donne une vision légèrement faussée du nombre de personnes qui pourraient être réellement te rencontrer, te plaire, te séduire et te convenir, quoi. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors donc je vous encourage, comme je vous l'ai dit, à lire ces deux articles. Le premier, je le rappelle, proposé par Axel, qui s'appelait Plaire en société, et le deuxième qui n'est pas sur notre site, mais sur un site qui s'appelle roushv, r2oshv.com, et l'article s'appelait Women Who Own iPhones Lose the Ability to Love. Alors ça y est, le podcast touche déjà à sa fin. Je vous rappelle, d'abord je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Je vous rappelle que vous êtes bien évidemment invité à poster un nom, une idée, quelque chose qui vous passe par la tête, un petit peu mieux que la Spike FM, j'en conviens, à poster votre avis, à liker évidemment si cela vous a plu et si vous voulez exprimer votre avis, à commenter, à nous donner des nouvelles idées, des nouvelles rubriques. Et je vous laisse, Stéphane, le mot de la fin. Fin.